2 jours avant son mariage, Malin Collins a surpris le duc Dominic Ashford avouer à son plus proche ami qu'il ne l'avait jamais aimée. Elle n'était rien d'autre qu'un bouclier, un sacrifice pratique pour protéger la femme qui possédait vraiment son cœur, sa propre demi-sœur, Violet. À cet instant, Malin a enfin compris la vérité qu'elle avait passé 10 ans à refuser de croire. Elle n'avait jamais été choisie. Elle avait seulement été utile. Maintenant, avec une nuit pour se décider, elle faisait face à un choix impossible. Rester le sacrifice volontaire dans l'histoire d'amour d'une autre femme. Ou disparaître avant l'aube avec pour seul bien le livre de prière de sa mère et une clé en argent qu'elle n'avait jamais comprise. Avant le lever du soleil, Malin Collins était partie. Mais elle ne se doutait pas que la clé qu'elle portait la mènerait au manoir de Whitmore, et à un secret qui détruirait tout ce qu'elle pensait savoir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Profitez bien de l'histoire. Malin Collins s'était arrêtée juste devant la porte entr'ouverte de la bibliothèque. Elle tenait un journal de botanique dans ses mains, voulant seulement passer inaperçue. C'était, après tout, la seule compétence pour laquelle on l'avait jamais félicitée au manoir des Collins. Passer inaperçue. À 2 jours de son mariage, elle aurait dû ressentir quelque chose comme de la joie. Au lieu de cela, elle ressentait le calme creux et particulier d'une femme qui n'avait jamais été choisie, qui attendait toujours le moment où tout cela se révélerait être une erreur. À l'intérieur, elle entendit le meilleur ami de Dominic rire. « Vous auriez pu épouser n'importe qui en Angleterre, Ashford. Pourquoi elle ?» La main de Malin se resserra sur la tranche du journal. Elle se dit de continuer son chemin. Elle ne le fit pas. « Parce que je ne fais que la tolérer », dit Dominic sans la moindre hésitation. « C'est pour le bien de Violette. » Les mots ont résonné comme un coup de cloche, vibrant longtemps après que le son aurait dû s'éteindre. « La femme que j'aime vraiment », continua-t-il plus bas, comme s'il grimaçait lui-même devant sa propre honnêteté, « ne doit jamais devenir une cible pour mes ennemis. Les épines noires ont déjà tué une fois dans ma famille. Ma mère est morte dans une embuscade destinée à mon père. Il ferait la même chose à Violette, s'il croyait qu'elle comptait pour moi. Malin est simplement plus sûre, plus facile à perdre si cela devait arriver. » Malin ne laissa pas tomber le journal. Elle ne haleta pas, ne sanglota pas, et n'ouvrit pas la porte en grand pour exiger une explication. Même si une partie lointaine d'elle-même reconnaissait qu'une autre femme, une femme aimée, aurait pu faire exactement cela. Au lieu de ça, elle resta très immobile. De la manière dont elle avait appris à rester immobile depuis ses 12 ans, depuis que le cercueil de sa mère avait été descendu dans la terre froide des Collins, et qu'Olivia Collins l'avait regardée, les yeux secs, et avait dit « Eh bien, quelqu'un doit s'occuper des comptes maintenant. » Elle avait passé 10 ans à se rendre indispensable dans une maison qui ne voulait pas l'aimer. Elle s'était dit que si elle travaillait assez dur, s'occupait assez bien des autres, donnait assez d'elle-même, cela pourrait finir par signifier qu'elle avait sa place. Il ne lui était jamais venu à l'esprit jusqu'à cet instant précis, debout devant une bibliothèque avec son avenir se dissolvant à ses oreilles, qu'une personne pouvait être utile à une maisonnée pendant une décennie, et pourtant être, dans le seul langage qui compte, totalement mal aimée. Elle pensa au matin qu'elle avait passé à équilibrer les comptes du domaine avant l'aube, pour que son père ne voie jamais les dettes causées par les robes d'Olivia. Elle pensa aux leçons de danse de Violette, payées par la vente d'une broche que Malin n'avait jamais dit à personne avoir abandonnée. Elle pensa aux enfants des locataires, à qui elle apprenait à lire sous le toit de la vieille chapelle, parce que personne d'autre ne le faisait. Et comment les domestiques, les seules personnes dans cette maison, qui l'avaient jamais regardée comme si elle comptait, l'appelaient Mademoiselle Malin, avec une vraie chaleur dans la voix. Apparemment, rien de tout cela n'avait jamais été pour elle. Elle avait simplement été plus facile à sacrifier. Elle se détourna de la porte sans un bruit. Dans sa chambre cette nuit-là, elle ne pleura pas là où quelqu'un aurait pu l'entendre. Elle ouvrit le petit coffre au pied de son lit et en sortit le seul objet qui avait survécu à la mort de sa mère, intact après la redécoration d'Olivia. Un livre de prière usé, sa reliure en cuir cousu de travers, comme s'il avait été réparé à la main plus d'une fois. Une minuscule clé en argent, pas plus longue que son pouce, était cousue dans cette couture. Son anneau avait la forme d'une fleur de myosotis, la préférée de sa mère. Elle l'avait retracée 1000 fois quand elle était enfant, et n'avait jamais essayé de trouver ce qu'elle ouvrait, car les derniers mots de sa mère à ce sujet l'avaient plus effrayée qu'il ne l'avait tenté. « Si un jour cette maison ne veut plus de toi,
emporte la clé à Whitmore. Elle n'avait jamais compris pourquoi. Elle comprenait maintenant que ce jour était arrivé. Avant que la première lueur grise ne touche les fenêtres, Malines fit une seule malle, prit le livre de prière et quitta le manoir des Collins sans laisser de lettre à personne. Pas à son père, qui ne la regretterait que pour le désagrément. Pas à Violette, qu'elle ne parvenait toujours pas à haïr, malgré tout. Et pas à Dominic, qui ne méritait pas la dignité d'une explication pour une blessure qu'il ne savait pas avoir causée. Elle était à 3 miles sur la route, durcie par le gel, seule dans le noir, avec un nom qu'elle comprenait à peine, Whitmore, quand elle s'autorisa enfin à pleurer. Pas pour Dominic, qui ne l'avait jamais aimée. Pas pour la robe de mariée qu'elle avait laissée pendue dans sa garde-robe, jamais portée. Mais pour les 10 ans qu'elle avait passés à croire, à chaque sacrifice silencieux, que si elle travaillait assez dur, elle pourrait devenir quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. Elle s'était trompée. Et cette vérité, plus que toute autre, fut celle qui la brisa. Seriez-vous resté silencieux, ou l'auriez-vous confronté sur le champ? Dites-le nous ci-dessous. Dominic Ashford remarqua le banc vide avant de remarquer quoi que ce soit d'autre le jour de son mariage. Il s'était rendu au manoir des Collins ce matin-là, s'attendant à la petite conversation pratique que Malines et lui avaient toujours menée si facilement. S'attendant à son signe de tête calme, à la même acceptation constante qu'elle avait accordée à chaque arrangement de leur fiançailles. Au lieu de cela, Olivia Collins l'accueillit dans le hall d'entrée. Son calme était si parfait qu'il aurait dû l'alerter. « Il y a eu un petit changement de programme, dit-elle. Malines a eu des doutes. Elle est partie, j'en ai peur, et n'a emporté que sa fierté. Mais le mariage doit avoir lieu. Ashford et Collins, l'alliance ne peut être rompue. Violet a accepté de prendre la place de sa sœur. Dominic avait ouvert la bouche pour refuser, pour tout annuler, pour déclarer devant tous les pères d'Angleterre que tout cela était un terrible malentendu. Mais il vit l'agent des épines noires assis au 3e rang, qui observait. Il observait Violette, son ennemi espion, évaluant la femme que Dominic avait passé 3 ans à essayer de protéger. Il referma la bouche. « Je vais arranger ça, se dit-il. Je trouverai Malines. Je lui expliquerai. Mais si j'arrête ce mariage maintenant, Violette sera sans protection, ne serait-ce que pour une seule nuit. » C'était, se dit-il, le seul choix. C'était aussi, il l'apprendrait, le pire choix de sa vie. Quand les cloches de l'église sonnèrent, la mariée qui s'avançait vers lui dans l'allée n'était pas du tout Malines, mais Violette. Pâle, ravissante et visiblement réticente, dans une robe clairement retouchée pendant la nuit pour s'adapter aux mensurations d'une autre femme. La société qualifierait plus tard cet événement de l'un des mariages les plus commentés de la saison. Le duc d'Ashford épousant Violet Collins, après tout. Exactement comme tout le monde l'avait toujours secrètement soupçonné. Personne ne demanda ce qui était arrivé à la sœur aînée. Personne, semblait-il, n'avait assez pensé à elle pour remarquer son absence, sauf Dominic, qui se tenait à l'autel avec son calme habituel et sentit quelque chose dans sa poitrine devenir étrangement et définitivement vide. Alors que Violet atteignait l'autel, le regard de Dominic fut attiré malgré lui vers le 2e banc sur la gauche, vide. L'espace où Malines aurait dû s'asseoir, où elle aurait dû être, le fixait comme une accusation. Puis il ouvrit lui-même les livres de comptes pour la première fois, en près de 6 mois. Et il y trouva, d'une écriture soignée et familière, qu'il avait vue 100 fois sur des notes et des correspondances, mais jamais sur quoi que ce soit d'important. La refonte du système d'irrigation. La rotation des cultures, qui avait doublé leur rendement pendant 2 hivers consécutifs. Le fonds d'aide aux locataires, qui avait sauvé 11 familles de la ruine pendant le gel le plus rude depuis une décennie. Il avait félicité Violette pour chacune de ses réussites. Il n'avait jamais pensé à demander. Il posa le registre très délicatement, comme un homme pose quelque chose qu'il a peur de briser davantage. Et il comprit, avec la clarté nauséeuse et brutale d'un homme arrivant à une vérité plusieurs années trop tard, que la femme qu'il avait jugée plus facile à perdre avait passé 3 années silencieuses à soutenir tout ce qu'il possédait. Et il l'avait laissé quitter sa maison sans même lui poser une question. Il commença à la chercher cette même semaine. Chaque piste qu'il suivait se terminait par le même mot, prononcé par une jeune domestique nerveuse qui prétendait ne rien savoir de plus. Whitmore. Chaque porte à laquelle il frappa après cela resta fermée. L'Angleterre racontait des histoires terribles sur le manoir de Whitmore depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne.
On disait que son duc était infirme, défiguré, un reclus si cruel qu'on ne l'avait pas vu à une seule réception mondaine depuis plus d'une décennie, caché derrière ses imposantes grilles de fer comme une chose honteuse. Maylene se tenait devant ces grilles avec sa seule malle, le livre de prière de sa mère, et plus rien à perdre. Et elle frappa quand même. Les grandes portes s'ouvrirent, et toutes les rumeurs contre lesquelles elle s'était préparée s'effondrèrent d'un coup. Le duc Tristan Pembroke était grand, fort, et sans aucun doute en parfaite santé. Il avait l'attitude calme et observatrice d'un homme qui a survécu à quelque chose, et qui a construit toute une forteresse de prudence autour de sa survie. Il avait peut-être 35 ans, plus jeune que sa réputation ne le laissait penser, avec une lassitude née de 15 ans d'isolement. Son visage portait des rides qui parlaient d'années de solitude, mais ses yeux, gris, stables et étonnamment bienveillants, ne contenaient aucune cruauté. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », admit Maline avant de pouvoir se retenir. Quelque chose qui aurait pu être le fantôme d'un sourire traversa son visage. « Whitmore non plus, une fois que vous avez passé les grilles. » Il l'étudia un instant de plus que la politesse ne l'exigeait. « Il y a 15 ans, j'ai survécu à une tentative d'assassinat. Un duc craint et infirme attire considérablement moins d'ennemis qu'un duc puissant et en bonne santé se préparant à la guerre. Pendant 15 ans, j'ai rassemblé des preuves contre les épines noires, construisant un dossier qui les détruirait enfin. Mais j'avais besoin de la preuve de leur lien avec la mort de votre mère. Cette clé était la dernière pièce que j'attendais. » Il pencha la tête. « Maintenant, vous ne m'avez pas dit votre nom, ni pourquoi une jeune femme arrive à ma porte au crépuscule avec une seule malle et sans compagnon. Maline Collins, dit-elle. Et puis, parce que quelque chose dans son calme rendait l'honnêteté possible pour la première fois depuis des mois. Ma mère m'a dit avant de mourir que si jamais je n'avais plus de foyer, je devrais apporter ceci à Whitmore. Elle sortit le livre de prière de sous sa cape, la petite clé en argent captant la dernière lumière du soir. Tristan devint complètement immobile. La couleur quitta entièrement son visage. « Où, dit-il à voix basse, avez-vous eu ça? Il appartenait à ma mère. » Pendant un long moment, il ne dit rien du tout. Il regarda seulement la clé, comme si c'était un fantôme qu'il avait à la fois attendu et redouté pendant 15 ans. « Mon père m'a dit sur son lit de mort, dit enfin Tristan, la voix rauque, qu'une femme lui avait sauvé la vie lors d'une attaque orchestrée par les épines noires, et qu'une clé cachée dans un livre de prière amènerait un jour sa fille à Whitmore. Il m'a fait jurer de protéger quiconque la porterait, peu importe le temps que cela prendrait. J'avais commencé à croire que je chercherais toute ma vie sans jamais vous trouver. » Les épines noires. Ce nom glaça le sang de Maline. La même famille que Dominique avait crainte. La même famille qui l'avait poussé à la sacrifier. Il n'expliqua pas davantage cette nuit-là, peu importe avec quel soin elle posait ses questions. Il lui offrit cependant une chambre, une place à sa table, et, plus précieux encore pour Maline, sa confiance, donnée librement avant qu'elle n'ait fait quoi que ce soit pour la mériter. Cela la déstabilisa plus qu'elle ne s'y attendait. Elle avait passé si longtemps à être utile en échange de tolérance, qu'elle ne sut d'abord que faire d'une gentillesse qui ne demandait rien en retour. Elle fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle se rendit utile quand même. Pas par peur cette fois, mais parce que c'était sa nature. En une saison, le fonds pour orphelins de Whitmore, longtemps négligé, fut réorganisé. Son école de village fermée rouvrit ses portes. Du travail fut créé pour les veuves avant l'arrivée du pire de l'hiver. Elle rendait visite elle-même aux locataires malades, plutôt que d'envoyer des domestiques à sa place. Elle s'asseyait avec eux, les écoutait comme personne n'avait jamais pensé à s'asseoir et à l'écouter, elle. Quand la première neige tomba, les gens de Whitmore lui avaient donné un nom qui n'avait rien à voir avec la fille ou la quasi-fiancée de qui que ce soit. Ils l'appelaient la Duchesse de la Miséricorde. Et par une soirée glaciale de janvier, Tristan la trouva dans la bibliothèque, le livre de prière ouvert sur ses genoux, et dit doucement « Je pense qu'il est temps que je vous montre ce que la clé de votre mère ouvre vraiment. » Tristan la conduisit dans le bureau de son défunt père. Là, derrière un tableau du premier duc de Pembroke, se trouvait une petite boîte en fer. Sa serrure correspondait précisément à la forme de la clé en argent que Maline portait depuis 15 ans. Il avait su qu'elle était là toute sa vie. Il n'avait simplement jamais possédé la clé pour l'ouvrir. « Mon père m'a dit que votre mère était venue le voir en secret la nuit avant sa mort, » dit Tristan doucement. Elle avait peur. Elle lui a donné ce journal et la clé,
et lui a fait jurer de les garder en sécurité, jusqu'à ce que sa fille soit assez grande pour les réclamer. Les mains de Malin tremblaient tandis qu'elle insérait la clé dans la serrure. Elle tourna avec un léger déclic, le son d'une porte s'ouvrant après 15 ans de silence. À l'intérieur se trouvait un journal, et sous le journal, des documents pliés jaunis par le temps. Tristan lut lui-même les premières pages, la mâchoire crispée à chaque ligne, avant de le poser sur les genoux de Malin et de dire « Vous devriez entendre cela d'elle, pas de moi. » Le journal était celui de sa mère. Il racontait une histoire que Malin n'avait jamais eu le droit de connaître. Des années avant la naissance de Malin, sa mère, alors une jeune femme fortunée, avait sauvé la vie du père de Tristan lors de l'attaque des Épines Noires. En reconnaissance d'une dette qu'il considérait comme impayable, l'ancien duc de Pembroke avait prêté un serment sacré. Si une tragédie devait un jour frapper la femme qui l'avait sauvée, son enfant aurait toujours un foyer à Whitmore, quoi qu'il advienne d'elle. « Votre mère savait, » dit Tristan doucement, « que quelque chose pourrait lui arriver. Elle le savait, et elle s'est assurée que vous auriez un endroit où aller, même si elle n'était pas là pour vous y emmener elle-même. » Malin porta une main à sa bouche. 10 ans, elle avait porté l'avertissement énigmatique de sa mère comme un mystère, croyant à moitié que c'était la confusion d'une femme mourante. C'était en fait le dernier et le plus prudent acte d'amour que sa mère lui avait laissé. Une porte maintenue ouverte pendant 15 ans, en attente. Mais le journal contenait une autre vérité, et celle-ci n'était pas tendre. Dans ses dernières pages, écrites d'une main devenue tremblante, de ce que Malin comprenait maintenant être de la peur, sa mère notait sa certitude croissante qu'Olivia, utilisant Richard Collins comme son pion involontaire, avait commencé à l'effacer systématiquement. Des documents falsifiés détournant sa fortune personnelle, des registres de domaines truqués, le vol lent et délibéré non seulement de son argent, mais de son héritage. Chaque fondation caritative qu'elle avait créée, chaque école qu'elle avait financée, réécrite sous d'autres noms, jusqu'à ce que la femme qui avait bâti la moitié de la bonté de ce comté disparaisse entièrement de son histoire. Olivia avait fait tout cela en portant les bijoux de sa mère et en souriant à ses funérailles. La dernière entrée était datée de 3 jours avant la mort de sa mère. On pouvait y lire, d'une écriture si tremblante que Malin pouvait à peine la reconnaître. « Je me dis qu'elle sera en sécurité, que la clé trouvera son chemin vers Whitmore, que mon enfant sera aimé, même si je ne suis pas là pour la tenir dans mes bras. Ce sont les mensonges que je me raconte pour pouvoir dormir. Ce soir, je ne peux pas dormir du tout. » Malin ferma le journal. Puis, très doucement, elle se mit à pleurer. Les premières vraies larmes qu'elle avait versées depuis la nuit où elle avait quitté le manoir des Collins. « Ils ne vous ont pas seulement négligé, » dit Tristan, observant attentivement son visage. « Ils ont volé votre héritage, le nom de votre mère. 10 ans de votre vie passés à vous croire indigne d'une maison qui n'était jamais légitimement la leur à donner ou à refuser. » Malin resta assise avec cette pensée pendant un long moment silencieux, le feu crépitant doucement dans l'âtre, le journal tremblant légèrement dans ses mains. « Je me suis appris, » dit-elle enfin, « que je devais mériter une place dans cette maison, que si je travaillais assez dur, je pourrais mériter d'y rester. » Sa voix se brisa une seule fois avant qu'elle ne la maîtrise. Elle n'a jamais été à moi de la mériter. Elle m'avait déjà été volée avant que je sois assez grande pour comprendre ce qu'était un foyer. Tristan n'offrit pas de réconfort par des mots faciles. Il dit simplement « Alors, reprenons-la », sur le ton d'un homme qui avait passé 15 ans à se préparer, sans le savoir, à ce combat précis. Le procès qui suivit devint le scandale le plus dévastateur que l'Angleterre ait connu en une décennie. Et cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. 1 an s'était écoulé depuis que Malin avait quitté le manoir des Collins. Les preuves de Tristan étaient exhaustives et sans pitié. Des documents d'héritage falsifiés portant des signatures que les experts confirmèrent avoir été calquées et non écrites. Des fondations caritatives discrètement réattribuées quelques mois après la mort de la mère de Malin. Le témoignage de domestiques qui avaient été payés, puis menacés pour garder le silence pendant près d'1 décennie. La gouvernante, Madame Hargrave, s'est présentée à la barre, les larmes coulant sur son visage. « J'ai vu Lady Malin vendre la broche de sa mère pour payer les leçons de danse de Lady Violet, dit-elle. J'ai vu Olivia s'attribuer le mérite de chaque gentillesse que cette jeune fille a jamais montrée. Et je n'ai rien dit parce que j'avais peur. J'ai porté cette honte pendant 10 ans.
Des familles du village révélèrent que Malin avait secrètement payé des médicaments pendant les hivers rudes. Des lettres firent surface, montrant qu'elle avait vendu ses propres bijoux pour sauver les fermes des locataires. Pas un seul acte ne portait son nom. Elle n'avait jamais demandé de reconnaissance. Elle croyait simplement que personne ne la croirait de toute façon. Richard Collins, confronté à des preuves qu'il ne pouvait expliquer, vieillit de 10 ans en l'espace d'un après-midi. Olivia, dont le calme avait régné sur le manoir des Collins, pendant 10 ans sans contestation, était assise, rigide et le visage blême, tandis que l'avocat lisait à haute voix la dernière entrée du journal d'une femme morte, décrivant sa peur croissante des personnes mêmes qui étaient maintenant accusées de l'avoir détruite. Mais ce fut Dominic Ashford, arrivant à la tribune avec un dossier en cuir usé bien à lui, qui porta le coup de grâce. À l'intérieur se trouvaient des lettres, les lettres d'Olivia, prouvant qu'elle avait conspiré pour cacher les preuves des falsifications. Il les avait trouvées enfouies dans son bureau privé après des mois de recherche. Pour une fois, il n'avait pas détourné le regard d'une vérité qu'il ne voulait pas voir. Lorsque Lord Pembroke s'avança à la barre des témoins, il parla avec le calme d'un homme qui avait attendu 15 ans pour ce moment. « Mon père a prêté serment à la mère de Lady Malin, dit-il. Il a juré que si une tragédie devait lui arriver, son enfant aurait toujours un foyer à Whitmore. Ce serment n'était pas un geste, c'était une promesse. Et la famille Collins s'est assurée que cette promesse ne pourrait jamais être tenue en volant la clé qui l'aurait déverrouillée. » Puis Violet se présenta devant la cour en larmes, pâle, tremblante, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je savais, dit-elle si doucement que la salle dut se taire pour l'entendre. Pas tout, mais des bribes. Quand j'avais 16 ans, j'ai trouvé des lettres dans le bureau de ma mère. La preuve de ce qu'elle avait fait. Je l'ai confrontée. Elle m'a enfermé dans ma chambre pendant 3 jours et m'a dit que si j'en parlais un jour, elle ruinerait complètement Malin et ferait en sorte que cela paraisse de ma faute. Après ça, j'ai arrêté d'essayer. Je me suis dit que le silence était le seul moyen de survivre. J'avais tort. Elle se tourna alors pour faire face à Malin directement pour la première fois de toute la procédure. « Je te demande quelque chose que je n'ai pas le droit de demander, » dit Violette. « Je te demande de me pardonner. » La salle d'audience retint son souffle. Dominic, 3 rangs derrière, se rendit compte qu'il retenait aussi le sien. Malin regarda sa sœur, non pas la sœur qui avait été favorisée, mais la sœur qui avait aussi été piégée. « Je te pardonne, » dit finalement Malin. « Non pas parce que ce qui s'est passé ne fait plus mal. Ça fait mal, et ça fera mal plus longtemps que nous ne le voudrions toutes les deux. » Sa voix était stable, claire, portant jusqu'à chaque coin de la pièce silencieuse. « Mais je ne passerai pas le reste de ma vie à laisser l'amertume être le seul héritage que je choisis de garder. » Au moment où le jugement fut rendu, chaque domaine, chaque titre, chaque acre, et chaque héritage qui avait été volé à la mère de Malin fut restitué formellement et irrévocablement à sa seule fille survivante. Richard Collins perdit la totalité de ses biens. Olivia Collins fut déchue de son titre et bannie de toutes les maisons respectables d'Angleterre. Elle passa le reste de ses années dans un petit cottage sur la côte écossaise, complètement seule. Son nom ne serait plus jamais prononcé dans un salon sans une moue de dédain. Plus tard, Tristan trouverait un dossier en cuir usé caché parmi les affaires de Malin, un dossier sur le réseau des épines noires, compilé de sa main soignée. Chaque espion, chaque agent, chaque connexion. Elle avait protégé Violet depuis le début, même après être partie. Elle ne l'avait simplement jamais dit à personne. Dominic n'approcha pas Malin dans la salle d'audience. Il n'était pas certain, en la regardant sortir dans la lumière hivernale, avec la main stable de Tristan Pembroke à son coude, qu'il en avait le droit. Richard Collins envoya une lettre à Whitmore, implorant son pardon. Malin la lut en silence, puis la jeta au feu. Certaines dettes, décida-t-elle, ne pouvaient être remboursées avec des mots seuls. Il se rendit quand même à Whitmore 3 semaines plus tard. Parce que l'alternative, vivre le reste de sa vie sans jamais dire les mots qu'il lui devait, était devenue insupportable d'une manière à laquelle le devoir ne l'avait jamais préparé. Tristan le reçut sans colère, ce que Dominic trouva d'une certaine manière plus difficile à supporter que ne l'aurait été l'hostilité. Il fut conduit dans un bureau et on lui montra, sans un mot d'accusation, une pile de registres reliés en cuir. Chaque lettre falsifiée, chaque entrée de registre volée, chaque sacrifice silencieux et non crédité que Malin avait fait pour une maisonnée qui ne l'en avait jamais remercié.
Vous avez cru toutes les histoires qu'on a racontées sur elle, dit enfin Tristan en posant le dernier registre. Parce que lui demander la vérité aurait exigé de lui faire assez confiance pour l'écouter. Dominique n'avait pas de réponse. Il n'y en avait aucune qui ne sonnerait, même à ses propres oreilles, comme une excuse soigneusement habillée du langage du regret. Il la trouva dans les jardins. Elle riait, d'un rire sincère, sans retenue. Le genre de rire qu'il réalisa, avec une douleur nouvelle et spécifique, qu'il n'avait jamais entendue de sa part pendant toute la durée de leur fiançailles. Entourée d'un groupe d'enfants du village, tandis que Tristan était agenouillé à côté d'elle, plantant des rosiers le long du mur du jardin. Dès la terre sur les mains, et aucune urgence en lui, elle ne faisait pas semblant. Elle ne gérait pas une maisonnée qui ne l'aimait pas en échange d'une place à sa table. Elle était, pour la première fois depuis que Dominique la connaissait, entièrement et indubitablement chez elle. Mayline. Elle se tourna. Le chagrin qui avait habité ses yeux la dernière fois qu'il l'avait vraiment regardée, ce matin où il était parti pour ce qu'il croyait être leur mariage, s'était maintenant apaisé. Ce n'était pas oublié, mais ce n'était plus une blessure ouverte. « Je suis venu dire que j'avais tort », dit Dominique, et il constata une fois qu'il avait commencé que les mots venaient plus facilement qu'il ne l'avait craint, parce qu'ils étaient enfin entièrement vrais. Pas seulement à propos de la phrase que vous avez entendue, bien que Dieu sache que c'était déjà assez cruel. J'ai eu tort de décider en votre nom que vous étiez la plus facile à sacrifier. J'ai eu tort de bâtir mon foyer sur 3 ans de votre travail et de ne jamais penser à demander quelle main l'avait construit. Je me suis dit que je protégeais quelqu'un. Sa voix se brisa. Je comprends maintenant que je ne faisais que me protéger moi-même, pour ne jamais avoir à risquer d'aimer quelqu'un qui pourrait vraiment être perdu. Malines posa la truelle qu'elle tenait et l'étudia un long moment, et il s'obligea à rester immobile sous son regard. De la même manière qu'elle s'était tenue immobile devant la porte d'une bibliothèque et avait laissé une seule phrase réorganiser toute sa vie. « Je vous crois », dit-elle finalement. « Je crois même que vous pensez chaque mot. » Elle jeta un bref regard à Tristan, qui s'était levé et était venu se tenir à côté d'elle sans un mot. Assez près pour que le geste n'ait besoin d'aucune explication. Mais certaines portes se ferment, Dominique. Pas par cruauté. Simplement parce qu'une maison ne peut être reconstruite avec les mêmes pierres brisées qui l'ont fait s'effondrer. Il hocha la tête, parce qu'il n'y avait plus rien à dire qui ne diminuerait la dignité du moment. Et parce qu'une partie de lui, celle qui avait passé 15 ans à croire que l'amour ne finissait qu'en ruine, laissa enfin tranquillement partir cette croyance, même si cela lui coûtait tout ce qu'il aurait pu avoir. Il se tenait seul sur l'allée de gravier, la regardant partir. C'était le même sentiment qu'il avait eu dans l'église, en fixant ce banc vide. La conscience soudaine et écœurante que l'espace qu'elle avait laissé ne pourrait jamais être comblé. Il redescendit la longue allée de gravier, seul, comprenant la chose la plus vraie qu'il apprendrait jamais sur lui-même. L'amour n'avait pas détruit sa vie, comme il l'avait cru pendant 15 ans. C'était sa peur de l'amour qui l'avait fait. Et pour une fois, bien trop tard pour changer sa propre fin, il était reconnaissant que cela n'ait pas détruit la sienne. Le printemps arriva à Whitmore comme il l'avait toujours fait, sans hâte et certain. Et Malines se tenait dans le jardin qu'elle avait aidé à reconstruire de ses propres mains. Elle regardait les rosiers que Tristan avait plantés le jour où Dominique était venu dire au revoir, s'épanouir enfin en une floraison pleine et provocante. Violet vint à Whitmore 1 semaine après le procès. Elle se tenait dans le jardin, tremblante, sa belle robe semblant déplacée parmi les rosiers. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance, » dit-elle. « Je ne m'attends même pas à ce que tu veuilles de moi ici. Mais je voulais que tu saches. Je dis la vérité pour la première fois de ma vie, surtout. Et je continuerai à la dire, même si plus personne ne me croit jamais. » Malines regarda sa sœur. Non pas la sœur qui avait été favorisée, mais la sœur qui avait aussi été piégée. « Alors commence par m'aider à planter ces roses, » dit-elle. « Nous avons toutes les deux des choses à faire grandir. » Le visage de Violette se crispa de soulagement. Elle n'essaya pas de le cacher. Elle s'agenouilla dans la terre à côté de sa sœur. Et pour la première fois de leur vie, elles travaillèrent côte à côte. Non pas comme des rivales, forcées à la compétition, mais comme 2 femmes qui avaient survécu à la même maison et en étaient sorties, enfin libres. Tristan trouvait Malines là la plupart des matins maintenant. Non pas par devoir, mais parce qu'il le voulait, et il le lui disait simplement, de la manière calme et discrète dont il faisait tout. Un homme qui avait passé 15 ans à être craint pour un mensonge, choisissant enfin d'être connu pour la vérité.
Vous ne m'avez jamais demandé, dit-il un matin, en la regardant travailler. Pourquoi j'ai continué à chercher cette clé pendant 15 ans, alors que je n'avais aucune idée de son propriétaire? Malines leva les yeux. Je supposais que c'était le devoir. Le serment de votre père. Ça a commencé comme un devoir, admit Tristan. Mais quelque part au cours de ces 15 ans, j'ai cessé de chercher une dette à rembourser. Et j'ai commencé à espérer, sans tout à fait me l'avouer, que la personne qui portait cette clé serait quelqu'un qui valait la peine d'être trouvé pour elle-même, pas pour sa mère. Il soutint son regard. J'avais raison. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle tendit la main vers la sienne, tachée de terre et stable. Et elle constata que pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas à mériter la place à ses côtés. Elle avait simplement, tranquillement, toujours été la sienne. La renommée de la duchesse de la Miséricorde se répandit au-delà des frontières de Whitmore ce printemps-là. La femme qui avait perdu un héritage, un fiancé et une famille dans la même saison dévastatrice, et qui avait reconstruit à partir des décombres, non seulement sa propre vie, mais la vie de tous ceux que le monde avait également cessé de voir. Des écoles de village, des fonds pour les veuves, un livre de prières. Sa clé en argent, retirée depuis longtemps, et placée à la place dans un petit médaillon qu'elle portait tous les jours. Non pas comme une blessure à entretenir, mais comme une promesse tenue. Elle pensait parfois à Dominique, dans les heures calmes, non pas avec amertume, qu'elle avait délibérément choisi de ne pas garder, mais avec la compréhension lucide que certaines personnes nous apprennent notre valeur en la nommant enfin avec sincérité, et d'autres nous apprennent la même leçon en étant incapables de la voir, jusqu'à ce qu'elle ait déjà franchi la porte. Elle avait appris que l'on pouvait survivre aux deux leçons. Mais elle savait maintenant qu'une seule d'entre elles pouvait servir à construire une vie. Quand Tristan lui demanda ce même printemps, dans le jardin, avec encore de la terre sur les mains, et sans grand discours préparé, si elle accepterait de faire de Whitmore non seulement sa maison, mais son foyer pour toujours. Mylene Collins, qui avait passé 10 ans à s'entendre dire de 100 manières silencieuses qu'elle ne valait pas tout à fait la peine d'être choisie, dit oui sans la moindre hésitation, parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait choisie simplement, honnêtement et entièrement pour elle-même. La jeune fille qui avait été invisible dans sa propre maison devint enfin la femme qu'une maisonnée, et même un comté entier, ne pouvait s'empêcher de voir. Et cela, en fin de compte, fut la plus vraie des justices. Si vous pensez qu'elle a choisi le bon duc, écrivez Tristan ci-dessous. Si vous pensez que Dominique méritait une seconde chance, écrivez Dominique. Et si cette histoire vous a touché, ne partez pas tout de suite. Abonnez-vous, car la prochaine histoire vous tiendra en haleine.